Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Massacré pour tapage nocturne, une enquête d'Axel Vigneux. Au premier étage, les vitres de l'appartement explosent. Un épais nuage noir s'échappe et monte dans la nuit. En quelques instants, des flammes embrasent les murs et lèchent la façade jaune de l'immeuble. Des cris retentissent. Bientôt, les sirènes des pompiers hurlent dans tout Erba, petite ville italienne de la province de Côme. Il est 20h20, ce 11 décembre 2006, quand les premiers secours prennent position devant le numéro 25 de la rue Armando Diaz. L'incendie menace de tout avaler. Les pompiers évacuent dans la précipitation les résidents paniqués du rez-de-chaussée. Puis ils déploient leur grande échelle pour porter assistance aux locataires des étages supérieurs. Seule la famille de l'appartement où l'explosion a eu lieu manque à l'appel. Il s'agit d'un couple de trentenaires avec un enfant en bas âge. S'ils n'ont pas été brûlés vifs, ils ont probablement péri asphyxiés par les fumées toxiques. C'est du moins ce que l'on imagine dans un premier temps. Mais la réalité est bien plus terrible. Équipés de leurs lances et de masques à oxygène, les pompiers arrosent le brasier et tentent de monter par les escaliers. Sur le palier du premier, un homme est allongé face contre terre. Regarde Alessandro, il y a un homme là, juste devant toi là, à 10h. Ok, je m'en charge. Il bouge encore là. Vite, il faut l'évacuer vite. Le pompier le traîne par les chevilles pour l'évacuer et remarque qu'il laisse de longues traînées poisseuses au sol. L'équipe retourne le malheureux et découvre qu'il baigne dans son sang. Putain, c'est quoi ça? C'est pas l'explosion qui a fait ça. Putain, mais j'ai l'impression qu'il s'est fait égorger. C'est pas possible, regarde, il est lardé de coups de couteau. Attends, il respire. On peut encore le sauver là. Vite, on le descend. Pendant qu'on le prend en charge, le blessé lève une main tremblante et pointe son doigt en direction de l'étage supérieur. Au pas de course, plusieurs pompiers grimpent au deuxième. Dans les escaliers, ils tombent sur le cadavre d'une femme et celui d'un chien affalé au milieu des marches. Au même moment, au premier, la deuxième équipe pénètre dans l'appartement du sinistre. Masque à gaz sur le visage, les pompiers s'avancent prudemment dans le couloir au milieu des braises rougeoyantes. Là, attention là, c'est le corps d'une femme là. Ricardo, viens voir, il y a 2 autres corps dans le séjour. Je crois que c'est également une femme et il y a aussi un enfant. Ok, on peut plus rien faire pour eux. On ne touche à rien, on s'occupe de l'incendie, on met l'immeuble en sécurité et on passe la main aux flics. Toute la famille est morte, mais pas à cause de l'incendie. Ils ont été sauvagement assassinés à l'arme blanche. Une innommable boucherie. L'Italie est sur le point de découvrir ce que tout le pays appellera bientôt le massacre d'Erba. Les autopsies font froid dans le dos. Toutes les victimes présentent les mêmes plaies béantes. Elles ont été abattues avec une barre de fer, poignardées à de multiples reprises et égorgées. La locataire de l'appartement, Raffaella, avait 30 ans, un sourire magnifique et toute la vie devant elle. Son fils Youssef n'avait que 2 ans et 3 mois. L'autre femme décédée sur place est leur mère et grand-mère de 55 ans. Celle retrouvée dans l'escalier avec son chien, une voisine et amie de la famille. Quant au miraculé du couloir, il s'agit de son mari, Mario, 65 ans. Hospitalisé, il doit sa survie à une malformation congénitale qui a dévié la lame au moment où l'assassin comptait lui couper la trachée. Il est l'unique témoin de la tuerie. Mais il est si mal en point qu'il est incapable de parler. Que s'est-il passé? Devant ce massacre, les enquêteurs envisagent d'abord la piste d'un attentat islamiste. Le mari de Raffaella, introuvable, est d'origine tunisienne. Il fait aussitôt figure de suspect numéro 1. Dès le lendemain, les journaux diffusent son signalement et sa photo, le qualifiant de tueur en cavale. Azouz Marzouk, 26 ans, est déjà connu de la police pour des affaires de stupes. L'opinion publique se déchaîne. Seul le père de Raffaella refuse de le soupçonner, jurant que son gendre adorait sa famille. Et au final,
c'est lui qui a raison. Après des heures de traque, Azouz Marzouk est finalement retrouvé chez ses grands-parents en Tunisie. Il était tout simplement en vacances depuis plusieurs jours et ne peut être l'auteur de la tuerie. Mais si ce n'est pas lui, qui en est l'auteur? Après de multiples auditions, les enquêteurs relèvent 2 noms, Rosa et Olindo. Le couple réside au rez-de-chaussée de l'immeuble. Elle est petite, palote et maigrichonne. Lui a une allure de fermier rougeau. Elle est femme de ménage et lui travaille à la déchetterie. Ils n'ont pas d'enfants, pas d'amis, pas de famille et ne reçoivent jamais personne. Mais quand ils sortent, on les voit toujours collés l'un à l'autre comme une entité à 2 têtes et 4 jambes. Ce qui est particulièrement suspect, c'est que lors de ces interrogatoires, Olindo présentait un énorme hématome et de nombreuses écorchures aux mains. Si c'est lui le tueur, reste à trouver son mobile. Or, d'après les voisins, il y en a un évident, mais totalement dérisoire. Une enquête de voisinage permet de dresser un tableau assez précis des relations que le couple entretenait avec les victimes. Ça fait des mois que Rosa et Olindo étaient très en colère contre Rafaela. Et vous en connaissez la raison? La raison? Le bruit. Rosa ne supportait plus les cris d'enfants, les pas, la musique ou encore les rires. Ils habitaient l'appartement juste en dessous. Il y a eu d'abord les remarques, puis très vite, la guerre s'est déclarée. À chaque fois que Rosa et Olindo croisaient Rafaela dans les parties communes, ils l'insultaient et la menaçaient. Le petit Youssef, vous vous rendez compte? Même pas 2 ans, n'osait même plus sortir de chez lui. Il était terrorisé. Le soir du Nouvel An 2005, le couple irascible pète carrément les plombs. Alors que Rafaela reçoit quelques proches pour le réveillon, l'hydre à 2 têtes débarque chez elle et provoque un tel scandale que les voisins accourent. La mère de famille porte plainte, mais rien n'y fait. Au moindre prétexte, les 2 énervés continuent à venir tambouriner à sa porte en la menaçant des pires représailles si elle n'arrête pas de vivre. Est-ce cette guerre de voisinage qui a conduit au bain de sang? L'hypothèse semble un peu surréaliste. Mais au lendemain du massacre, ni Rosa ni Olindo ne marquent la moindre émotion. Face aux enquêteurs, ils ne mentionnent même pas leur démêlés avec les défunts. Maintenant au moins, on peut dormir, lâche seulement Rosa pour tout commentaire. La piste islamique étant écartée, les policiers sont vite convaincus de tenir leur coupable. Le 8 janvier, les 2 époux sont arrêtés. Fidèles à leur ligne de conduite, ils s'emportent et clament leur innocence. Ils sont allés dîner ce soir-là au McDonald's de Côme. Ils ont même conservé le ticket de caisse. Les policiers vérifient, mais les horaires ne collent pas. Olindo et Rosa ont mangé leur hamburger plus de 2 heures après le massacre. Cela ne les disculpe donc pas du tout, d'autant plus qu'on retrouve des traces de sang sur le tapis de sol de leur voiture. C'est le sang de Mario Frigerio, le miraculé du couloir. 24 heures après l'arrestation du couple, le seul rescapé du massacre émerge justement du coma. Retrouvant ses esprits, le premier mot qu'il prononce est le nom de son bourreau, Olindo. Réentendu, ce dernier panique et craque. Oui, reconnaît-il, il est l'auteur de la tuerie. Mais il jure avoir agi seul, sans sa femme. Sauf que cette dernière, apprenant que son mari est passé aux aveux, refuse de le voir tomber sans elle. Elle était là également, assure-t-elle. Elle a participé. C'est finalement lors d'une audition commune que les 2 inséparables livrent ensemble leur version des faits. Une plongée dans l'horreur pure. Ce soir-là, explique-t-il, ils sont montés frapper chez leur voisine munis de 2 couteaux et d'une barre de fer. Quand Raphaël a ouvert, je l'ai immédiatement frappé. Puis je me suis occupé de sa mère. Et Rosa, elle s'est chargée du petit. C'est vrai, je supportais plus cet enfant. Il me donnait la migraine, alors je l'ai égorgé. Puis après, j'ai planté sa mère et sa grand-mère à coups de couteau. Après ça, le couple a aspergé l'appartement de liquide inflammable, couvre-lit, canapé, rideaux et s'est enfui en mettant le feu. La suite, c'est Mario Frigerio, le rescapé, qui la raconte 1 an plus tard devant les assises. Face à la cour, l'homme apparaît très affaibli. Il a de grandes difficultés à marcher. Sa voix n'est plus qu'un sifflement métallique à cause du coup de couteau qui lui a tailladé la gorge. Je le répéterai toute ma vie, c'était Olindo qui m'a frappé. Il m'a regardé avec des yeux de meurtrier.
J'ai son image gravée dans ma mémoire. Cet homme est une bête. Il s'est mis à califourchon sur moi. Et il a sorti son couteau pendant que ma femme m'appelait à l'aide. Puis il m'a tranché la gorge et ensuite, je n'ai plus rien senti. Dans le box des accusés, Olindo secoue vivement la tête. Car depuis ses aveux, pourtant circonstanciés, l'homme a changé de stratégie et clame de nouveau son innocence. Non, c'est pas moi, je vous dis. Ce sont les enquêteurs qui m'ont lavé le cerveau pour me pousser à avouer. Ils m'ont promis une remise de peine et la libération de ma femme. Une promesse qu'ils n'ont même pas tenue. Alors maintenant, c'est fini. Je dis la vérité. Espère-t-il vraiment convaincre le jury avec de telles allégations? Alors que la cour se retire pour délibérer, Rosa et Olindo s'étreignent dans leur box, manifestement amoureux comme au premier jour. On les voit même rire à gorge déployée, à la grande indignation du public qui n'a pas oublié les photos de ce petit garçon baignant dans son sang. Les jurés non plus. Verdict, Rosa et Olindo sont condamnés à la prison à perpétuité, avec, pour commencer, 3 ans d'isolement diurne. Fin de l'histoire? Pas du tout. 16 ans ont passé depuis, et à la stupéfaction générale, le 9 janvier 2023, les 2 époux ont obtenu la révision de leur procès. Leurs avocats prétendent en effet détenir de nouvelles preuves capables de les innocenter. Ils affirment en outre que Mario Frigerio, décédé en 2014, aurait menti lors de ses dépositions. Les prémices d'un invraisemblable coup de théâtre ou une énième tentative désespérée pour nier l'évidence. L'avenir le dira. En attendant d'être rejugés, les 2 époux ont obtenu le droit de se revoir par tranche de 2 heures, 3 fois par mois. Avec ce nouveau procès à venir, le massacre d'Herba n'a pas fini de faire couler de l'encre. Des larmes non plus. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.